Bonjour, on continue notre cours concernant la deuxième unité, l'information génétique et le génie génétique. Toujours dans le chapitre numéro 1, concernant le concept de l'information génétique. On va chercher à proposer les problématiques. Le nombre de chromosomes est identique pour toutes les cellules d'un même organisme et la mitose permet d'augmenter le nombre de cellules de cet organisme par division conforme qui donne deux cellules filles identiques entre elles et à la cellule mère, et cela en partageant la quantité des chromosomes d'une façon équitable. C'est-à-dire que les deux cellules gardent le même nombre de chromosomes caractéristiques à cette cellule. De ce texte, on va chercher à proposer des problématiques. Comment l'information génétique est conservée à l'identique de cellule en cellule au cours des divisions cellulaires successives? Comment une molécule d'ADN peut-elle en donner deux strictement identiques? Pour cela, on va proposer une hypothèse. Pour cela, il doit y avoir un dédoublement de la quantité de chromosomes ou une duplication de l'ADN avant la division cellulaire. Donc, on a une problématique, on a une hypothèse qu'on doit bien sûr vérifier. Comme première activité, mise en évidence de la duplication de l'ADN. Après la mitose, les deux cellules filles obtenues sont identiques entre elles et possèdent le même nombre de chromosomes que la cellule mère. C'est une reproduction conforme qui assure la conservation du nombre de chromosomes. On a supposé qu'à un moment donné, l'information génétique doit être doublée pour pouvoir être séparée en deux lots identiques pour que les cellules filles possèdent la même information génétique. Pour vérifier cette idée, certains chercheurs ont réalisé des mesures de la quantité d'ADN dans une cellule lors d'une division cellulaire par analyse cytophotométrique qui permet d'étudier la modification de la quantité du matériel chromosomique, l'ADN, contenu dans le noyau d'une cellule durant un cycle cellulaire. Le graphique ci-dessous illustre en fonction du temps l'évolution de la quantité d'ADN dans une cellule. Le document numéro 2 présente l'aspect du matériel héréditaire à certains moments du cycle cellulaire. Et comme question, à partir du tableau du document 1, représenter ces données en graphe, c'est-à-dire réaliser un graphique. 1b. Décrire la courbe obtenue en vue de préciser la phase de dédoublement de la quantité d'ADN, c'est-à-dire quand est-ce que se produit cette duplication de l'ADN. Deuxième question, localiser sur le graphe les différentes phases du cycle cellulaire et le moment des aspects du document numéro 2. Et que peut-on déduire? C'est-à-dire que chaque figure, vous devez la représenter sur le graphique. Proposer des hypothèses pour expliquer comment la quantité d'ADN peut-elle doubler avant chaque division. N'oubliez pas d'arrêter la vidéo et essayez de répondre tout seul. Redémarrez la vidéo après pour continuer votre cours. Donc, comme première question, on nous demande de représenter le graphique. Voilà donc ce qu'on peut avoir. Le graphique qu'on peut avoir. On nous demande après de décrire la courbe obtenue en vue de préciser la phase de dédoublement. Donc si on voit cette figure, on voit qu'on peut le découper en phases qui sont bien sûr différentes. Cette phase, la quantité d'ADN est constante. Là, elle se dédouble. Là, elle reste constante. Puis se divise en deux. Puis commence un nouveau cycle. Donc, d'après la courbe obtenue, on constate qu'au cours du temps, la quantité d'ADN varie au cours d'un cycle cellulaire qu'on peut subdiviser en 4 phases distinctes. La phase G1, G pour Gap of Time, intervalle de temps, qui est la plus longue et correspond à la vie classique de la cellule et durant laquelle la quantité d'ADN est égale à 1 Q, c'est-à-dire la quantité Q.
La phase S. On la nomme S parce qu'on parle de synthèse, durant laquelle la quantité d'ADN est doublée et devient 2Q. On parle également de duplication. La phase G2, qui est plus courte que la phase G1 et durant laquelle la quantité d'ADN est constante et est égale à 2Q. Alors que la phase M, celle qui est indiquée par M, ça représente bien sûr la mitose, durant laquelle la quantité d'ADN est divisée par 2 pour avoir deux cellules filles identiques. Il s'agit d'une division cellulaire, c'est la mitose. Donc les trois phases G1, S et G2 correspondent à l'interphase et la phase M correspond à la mitose. Donc la quantité de l'ADN se dédouble avant la mitose et cela durant la phase S de l'interphase. Le cycle cellulaire dure 20 heures, l'interphase dure 18 heures, alors que la mitose se fait en 2 heures seulement. La durée totale du cycle cellulaire varie selon les espèces. Deuxième question, localisez sur le graphe les différentes phases du cycle cellulaire et le moment des aspects du document. Que peut-on déduire? Puisque ici on a G1, la quantité est égale à Q, donc on peut supposer que la figure 3 représente la phase G1. Puisqu'il y a ici du doublement, donc on peut dire que la figure 2 représente la phase S, alors que la figure numéro 1 représente un chromosome métaphasique, donc il peut être à la mitose. L'état du matériel génétique change au cours du cycle cellulaire. À la phase G1, l'ADN est sous la forme d'un filament, un chromatide, unique, très fin et présentant des sortes de perles appelées nucléosomes. On dit que l'ADN est décondensé, ce qui correspond à la figure numéro 3. La phase S correspond au dédoublement de la quantité d'ADN. On observe des structures en forme d'ellipse appelées yeux de réplication. Ceci correspond bien sûr à la figure numéro 2. Vous voyez, les yeux de réplication. La phase G2, on a un chromosome qui est formé de 2 chromatides. Donc l'ADN est alors formé de 2 filaments, c'est-à-dire 2 chromatides. C'est un ADN bichromatidien. Lors de la mitose, comme on a vu dernièrement, l'ADN est condensé par spiralisation sous la forme d'un chromosome en forme de X bien visible et comprend 2 chromatides, c'est-à-dire un chromosome bichromatidien correspondant au chromosome métaphasique, donc à la figure numéro 1. Troisième question, on nous propose de proposer des hypothèses pour expliquer comment la quantité d'ADN peut-elle doubler avant chaque division. Donc, comme hypothèse, la synthèse directe d'une nouvelle molécule d'ADN à partir d'une autre, ou une synthèse directe d'une nouvelle molécule d'ADN au niveau des yeux de réplication. Vous voyez ici qu'on a des chromosomes simples. Là, le chromosome est formé de 2, donc il y a une copie. Là, bien sûr, le chromosome il est doublé, c'est-à-dire double, et il présente 2 chromatides. Là, la division cellulaire, c'est-à-dire séparation des 2 chromatides, et chaque chromatide va avoir bien sûr un chromosome identique à l'autre, et c'est pourquoi on va avoir 2 cellules filles qui sont identiques. La durée d'un cycle cellulaire est variable selon le type de cellule. Chez la plupart des mammifères, ce cycle dure entre 10 et 30 heures. La phase G1, c'est le temps entre le moment de la naissance des nouvelles cellules et le début de la réplication de l'ADN. C'est une phase de croissance initiale caractérisée par la synthèse des protéines. La durée de cette phase est variable selon la nature de la cellule. Cette croissance nécessite un apport important de nutriments pour la synthèse de l'ADN. Lorsque les facteurs deviennent insuffisants, facteurs de croissance, hormones, etc., le cycle s'arrête et la cellule entre en phase de repos ou quiescente, phase G0. La phase S. Lorsque la cellule atteint une certaine taille, elle entre en phase S, phase de duplication du matériel génétique. C'est une phase de durée constante de 6 à 8 heures. La phase G2, c'est une phase de contrôle de la réplication de la molécule d'ADN de durée très courte, 5 à 6 heures. Pendant cette étape, la cellule déclenche le mécanisme de réparation de l'ADN à la fin de la réplication et prépare la division cellulaire. C'est-à-dire, il y a réparation s'il y a des fautes lors de la synthèse ou la duplication de la molécule d'ADN.
En G2, les cellules contiennent 2 fois plus de chromosomes qu'en G1 et la phase G2 se termine par l'entrée en mitose. La phase M dans la mitose ont lieu de nombreux événements aboutissant à la division cellulaire. C'est une étape de faible activité métabolique qui marque la fin d'un cycle cellulaire, c'est-à-dire cette phase est caractérisée par la séparation des chromosomes homologues, c'est-à-dire les chromatides des chromosomes homologues, et la division de la cellule mère en 2 cellules filles identiques et possédant les mêmes chromosomes que leurs cellules mères. À la fin de la division, les cellules filles se retrouvent en phase G1 et un nouveau cycle redémarre. Activité numéro 2. Mise en évidence expérimentale du mode de réplication. On a 2 documents. Le premier, pour expliquer la réplication de l'ADN, les scientifiques ont proposé 3 hypothèses explicatives. Les 3 figures ci-contre indiquent les résultats obtenus ou attendus pour chacune des 3 hypothèses après un cycle cellulaire. Pour le premier, le mode conservatif. La molécule d'ADN mère en rouge est entièrement conservée et sert de modèle à la formation d'une molécule fille en bleu entièrement nouvelle. Le modèle semi-conservatif. L'hypothèse numéro 2. La molécule d'ADN fille conserve la moitié de la molécule mère et chaque brin de la molécule mère qui est en rouge sert de matrice à la synthèse d'un brin complémentaire néoformé bleu. Le troisième modèle dispersif, aucun brin n'est conservé intact, la copie se réalise par fragments dispersés dans l'ensemble d'ADN. Document numéro 2. Expérience de Michelson et Stahl, 1958. Principe et résultat de cette expérience. Des bactéries sont cultivées sur un milieu ne contenant que de l'azote lourd, N15, sachant que l'azote naturel est N14. Leur ADN est donc composé avec des atomes d'azote lourd. Ces bactéries sont ensuite placées sur un milieu ne contenant que de l'azote léger, N14, ainsi que le nouveau brin d'ADN synthétisé sera donc constitué de l'azote 14. On parle d'azote parce qu'on parle de base azotée constituant de l'ADN, le seul présentant dans le milieu. Donc, selon le milieu de culture des bactéries, l'azote incorporé sera donc soit léger, soit lourd. Pour savoir quel modèle est le bon, l'ADN des bactéries est extrait après la première, la deuxième et la troisième réplication, placé dans une solution de chlorure de césium et centrifugé, donc après extraction puis centrifugation de l'ADN de ces bactéries, il est techniquement possible de localiser l'ADN dans les tubes de centrifugation. La position des ADN est repérée par une mesure de la densité optique. Cette manipulation permet de séparer les molécules d'ADN selon leur densité et les résultats obtenus pour différentes cultures sont présentés ci-contre. Pour la centrifugation, c'est une technique de séparation de molécules qui ont les densités différentes en les insérant dans des tubes à essai mis en rotation à grande vitesse et les particules lourdes se retrouvent au fond des tubes et les légers au-dessus. Comme question. Exploiter les informations apportées par les expériences de Michelson et Stahl pour valider une des 3 hypothèses et expliquer à quelles conditions il est possible d'obtenir ces résultats. Pour démontrer cette réplication d'ADN, choisir une séquence d'ADN de 9 paires de nucléotides, puis écrire selon le modèle obtenu le résultat de la réplication. Après une phase S, on distinguera avec des couleurs différentes les brins anciens et les brins nouveaux. Donc comme toujours, arrêtez la vidéo pour répondre aux questions et on se retrouve après. Donc voilà des plus agrandis pour que vous puissiez comprendre les documents. Alors si on répond. Donc d'après la première expérience, c'est-à-dire la Michelson et Stahl, elle montre que l'ADN de bactéries initialement cultivé dans un milieu N15, G0, c'est-à-dire génération 0, est lourd de densité, D est égal à 1,724, composé de 2 brins lourds contenant N15. Par exemple ici, on a 2 brins lourds. Voilà, 2 brins lourds colorés en rouge. Ces bactéries cultivées dans un milieu maintenant N14,
c'est-à-dire un milieu contenant l'azote léger, donne une première génération de bactéries G1 100% à ADN de densité intermédiaire. D est égal à 1,716, composé d'un bras lourd contenant N15 et d'un bras léger contenant, c'est-à-dire néoformé contenant N14 d'ADN. Donc c'est un ADN qui est hybride. Donc il est composé de N15 et de N14. Pendant la deuxième division, G2, c'est-à-dire la génération 2, on a 50% de bactéries à ADN de densité intermédiaire et 50% de bactéries à ADN de densité léger. D est égal à 1,710, composé dans ce cas de deux brins légers contenant seulement le N14. Pendant la troisième division, génération 3, on a 25% de bactéries à ADN de densité intermédiaire, DA 1,717, et 75 de bactéries à ADN de densité léger, D est égal à 710, d'après les modèles présentés. Et ces résultats qu'on a. Lors de la première génération, on doit obtenir 50% de bactéries à ADN lourd, brun, c'est-à-dire deux brins anciens, de 50% à ADN léger, deux nouveaux brins. Ceci ne correspond pas au résultat obtenu dans cette hypothèse H1. Donc, H1 a écarté. Selon le modèle dispersif, aucun brin n'est conservé intact. La copie se réalise par fragments dispersés dans l'ensemble de l'ADN. Donc l'intégration des bases devrait se faire au hasard et il n'y aurait aucune probabilité pour que l'ADN des deux molécules obtenues ait la même densité et forme un ensemble hétérogène, c'est-à-dire hypothèse H3 est à écarter. C'est-à-dire dans ce cas, on ne peut pas avoir la même information génétique que la cellule mère, que l'ADN père. Troisième cas, selon le modèle semi-conservatif, chacune des deux molécules d'ADN obtenues après réplication est formée d'un brin ancien, lourd, rouge, et d'un brin léger, bleu. Pour cela, un des deux brins de la molécule initiale a servi de modèle à la construction de deux nouvelles molécules, ce qui est conforme aux résultats obtenus. Donc l'expérience de Michelson et Stahl démontre que la réplication de l'ADN se fait selon un modèle semi-conservatif, fondé sur la complémentarité des nucléotides, et chacun des deux brins d'ADN sert de modèle à la fabrication du nouveau brin. Une molécule d'ADN donne naissance à deux molécules d'ADN filles constituées d'un brin nouveau et d'un brin ancien. Pour démontrer cette réplication de l'ADN, et vous, comme élève, choisir une séquence d'ADN de 9 paires de nucléotides et écrire selon ce modèle la molécule de l'ADN. Donc voilà un exemple. On a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paires de nucléotides. Ça, c'est le tube numéro 1. Dans le tube numéro 2, c'est-à-dire après une génération, on va avoir tout l'ADN est lourd, puis on va le replacer dans un milieu qui est léger. Donc, les molécules ou les brins de l'ADN vont se séparer et il va y avoir une formation d'un nouveau brin léger à partir de l'azote léger. Et comme ça, on va avoir ces résultats. Expérience de Taylor. Pour confirmer le modèle de réplication d'ADN chez les eucaryotes, tout à l'heure on a vu sur les bactéries, c'est-à-dire les prokaryotes. Maintenant on va voir chez les eucaryotes. Taylor cultive de jeunes racines Belvalia, plante de la famille des Liliaceae, sur un milieu contenant des nucléotides non radioactifs sur plusieurs générations. Ces racines sont ensuite placées pendant la durée d'une interphase dans un milieu contenant de la thymidine radioactive, donc base azotée radioactive, c'est le milieu 1. Puis elles sont soigneusement lavées pour enlever la thymidine radioactive restante dans le milieu de culture et placées dans un milieu contenant de la thymidine non radioactive et enfin traitées à la colchicine qui bloque les mitoses en métaphase. Après 1, 2, 3 générations au cycle cellulaire et dans chaque cas on réalise une autoradiographie où la thymidine, ou plutôt la thymine radioactive, la thymidine radioactive est localisable par des points noirs. Les étapes de l'expérience réalisée par Taylor sont résumées dans le document ci-contre. L'autoradiographie,
C'est une image produite directement sur un film photographique par le rayonnement d'une substance radioactive. Lorsque À partir des résultats, cette expérience montrait comment s'effectue la réplication dans les cellules de Bell-Valia. Vous accompagnerez votre réponse d'un schéma de l'expérience représentant l'ADN à l'intérieur des chromosomes. Distinguer les parties radioactives de celles qui ne le sont pas. Donc, si vous avez besoin de ce document, le voilà pour essayer de répondre aux questions, tout seul bien sûr. Donc vous voyez, la première génération, l'ADN ou le chromosome est totalement en rouge, c'est-à-dire totalement radioactif. La deuxième génération, lorsqu'on a remis dans un milieu contenant la thymidine non radioactive, on constate que tous les chromosomes sont radioactifs. Par contre, pour un chromosome, seule une chromatide est radioactive, l'autre n'est pas radioactive. Pour la troisième génération, on a 50% de chromosomes radioactifs et 50% de chromosomes non radioactifs. Donc comme réponse, d'après les résultats obtenus, on constate que à la première mitose, milieu 1, 100% des chromosomes sont marqués. À la deuxième, 50% sont marqués et 50% non marqués. Chaque chromosome possédant une chromatide marquée et l'autre non marquée. À la troisième mitose, milieu 3, 25% des chromatides sont marquées et 75% non marquées. Pour montrer par quel mécanisme s'effectue la réplication de l'ADN, on propose deux hypothèses. L'ancienne molécule sert de modèle pour l'assemblage dans le même ordre que le modèle de nucléotides puisé dans le milieu de culture. L'ancienne molécule s'ouvre au niveau de la zone de plus faible résistance, liaison faible, et les nucléotides libres du milieu viennent reconstituer le brin manquant sur chaque demi-molécule, chaque brin. Dans le milieu 1, obtenir 100% de chromatides marquées, les deux chromatides du chromosome sont marquées et pas les chromatides néoformées qui ne sont pas marquées. Bien qu'on a un milieu non radioactif, absent de thymidine radioactive, confirme l'hypothèse numéro 2 et rejette l'hypothèse numéro 1. Ainsi, les autres résultats obtenus sont ceux attendus par l'hypothèse semi-conservative. Donc, le mécanisme de réplication de l'ADN se caractérise par l'ouverture de la molécule d'ADN avec incorporation des nucléotides du milieu pour reconstituer le brin manquant. Donc, vous voyez ici, l'observation microscopique, on voit qu'il y a radioactivité caractérisée par les points. La première division, c'est-à-dire la cellule fille, donc un chromosome fils formé d'un seul chromatide. Le dédoublement pour la deuxième génération, vous voyez bien qu'il y a un qui n'est pas radioactif, l'autre qui est radioactif. De même, la même explication qu'on a ici, c'est-à-dire la cellule mère, chromosome, séparation, synthèse d'une deuxième molécule, séparation, c'est-à-dire l'anaphase de la deuxième génération, formation de nouveaux molécules. Vous voyez ici, la molécule à une molécule contient toujours un brin qui est radioactif. Par contre, les nouveaux brins qui se sont néoformés ne sont pas radioactifs. Activité numéro 3, on va voir maintenant comment se fait cette duplication, c'est-à-dire le mécanisme de la duplication. Au cours de l'année 1958, toujours, Arthur Kornberg met en évidence l'existence dans la cellule d'une enzyme capable de synthétiser de nouvelles molécules d'ADN à partir d'ADN préexistant, de nucléotides et d'énergie. Il appela cette nouvelle enzyme l'ADN polymérase. Pour comprendre comment se fait la réplication de l'ADN, on se base sur les figures 1, 2, 3. Figure 1, 2 et 3. Donc on a des questions. En se basant sur vos connaissances et les figures ci-contre, expliquez le mécanisme de la réplication semi-conservatrice de l'ADN, puis représenter schématiquement l'aspect du matériel héréditaire lors des différentes étapes du cycle cellulaire et conclure sur la conformité du matériel génétique lors de son transfert d'une cellule à une autre. N'oubliez pas d'arrêter la vidéo pour répondre tout seul. Alors, comme première réponse,
La réplication de l'ADN permet de répliquer tous les nucléofilaments d'ADN pendant la phase S de l'interphase, avant la division cellulaire bien sûr. Il permet d'obtenir pour chaque molécule d'ADN deux molécules identiques à la molécule initiale selon un mode semi-conservatif. La molécule d'ADN s'ouvre au niveau d'une fourche de réplication. Vous voyez, la molécule d'ADN va s'ouvrir au niveau d'une fourche de réplication, formant un œil de réplication qui s'agrandit au sens opposé. Donc l'œil va s'agrandir de ce sens et bien sûr dans l'autre sens, dans le sens opposé. Chaque brin d'ADN va alors être, chaque brin ancien va être complété, c'est-à-dire va former un brin complémentaire à partir de nouveaux nucléotides, mais comme l'adénine ne peut s'apparier qu'à la thymine et la cytosine qu'à la guanine, c'est-à-dire il y a une complémentarité de base azotée. Alors le résultat sera deux molécules d'ADN identiques. La complémentarité des nucléotides explique la réplication et chacun des deux ADN obtenus est formé d'un brin ancien de la molécule initiale et d'un brin nouveau néoformé. Donc chaque ADN ou chaque nouveau ADN va être formé d'un brin ancien et d'un brin nouveau néoformé. Cette synthèse, la réplication d'ADN, nécessite l'intervention d'enzymes telles l'hélicase qui coupe les liaisons hydrogènes pour séparer les deux brins d'ADN au niveau du œil de réplication, une ADN polymérase qui permet la synthèse du nouveau brin d'ADN selon deux méthodes, l'élongation continue sur le brin 3' vers 5' et élongation discontinue sur le brin 5' 3', ce qui donne des fragments d'Okazaki. Remarquez ici, l'ancien brin 3', 5', le deuxième, ou le brin néoformé est 5', 3'. C'est-à-dire que l'enzyme ADN polymérase synthétise le nouveau brin dans un seul sens, dans le sens 5', 3'. Donc, si on continue dans ce sens, le sens de l'action de l'hélicase, on va voir qu'il va y avoir formation en continu du brin néoformé d'ADN. Par contre ici, on a 5', 3', donc le nouveau brin va avoir 3', 5'. Or, l'enzyme ADN polymérase synthétise de 5' vers 3', donc il va synthétiser dans ce sens. Donc les premiers qui sont synthétisés, celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis... Donc il synthétise l'ADN en fragments. C'est pourquoi on parle de fragments d'Okazaki et on parle de synthèse ou de élongation discontinue. Et on va avoir besoin d'un autre enzyme, la ligase, qui permet d'assembler les fragments d'Okazaki. À la fin du processus, tous les yeux de réplication fusionnent, donnent alors deux molécules d'ADN distinctes, constituées d'un brin parental ancien et d'un brin néoformé, appelé chromatides, reliés entre eux au niveau du centromère. Représenter schématiquement l'aspect du matériel et conclure. Donc, voilà le cycle. Donc, on a ici l'interphase, formée bien sûr de trois phases G0, S et G2, et la méthode prophase, métaphase, anaphase, télophase. Donc, si on voit l'aspect du matériel héréditaire, bien sûr, elle est modifiée. Il change d'après les étapes. Là, on a seulement un seul filament. Là, on a deux filaments. Ça veut dire qu'il y a une synthèse d'un deuxième filament. La prophase, il y a spiralisation. Métaphase, forte spiralisation pour donner l'apparition ou individualisation des chromosomes. Anaphase, séparation des chromatides. Puis il y a une déspiralisation pour retourner à l'interface. Alors, que peut-on conclure? Le cycle cellulaire est une série d'événements organisés et contrôlés au cours desquels deux cellules filles identiques à la cellule mère sont générées. Lors du cycle cellulaire, la cellule effectue deux tâches essentielles avec modification de l'aspect de son matériel génétique. Lors de l'interphase qui déroule trois phases G1, S et G2. Durant la phase G1, les nucléofilaments ne sont pas répliqués et sont décondensés. Au cours de la phase S, l'ensemble des nucléofilaments de l'ADN subit une réplication semi-conservative assurée par un ensemble d'enzymes au niveau des yeux de réplication, ce qui assure fondamentalement la conservation de l'information. La mitose se déroule en quatre phases, prophase, métaphase, anaphase et télophase. Au début de la mitose, c'est-à-dire la prophase, les nucléofilaments répliqués se condensent, forment les deux chromatides identiques d'un chromosome dupliqué. La mitose permet donc la répartition à l'identique des nucléofilaments et donc des molécules d'ADN. Par principe cytoplasmique,
deux cellules sont obtenues et auront le même karyotype. Elles sont génétiquement identiques et forment un clone. Donc, au cours de la mitose, les chromosomes sont répartis de manière identique entre les deux cellules filles et bouclent le cycle cellulaire. Donc, la succession, réplication, mitose permet la conservation du karyotype et ainsi la stabilité du patrimoine génétique. Et deux brins de la double hélice à différents endroits qu'on va appeler des yeux de réplication. Alors observons ceci sur l'animation. Donc on voit ici l'action de l'hélicase à l'avant qui ouvre la double hélice et l'ADN polymérase qui en arrière va associer des nucléotides libres dans le noyau et va recréer une chaîne complémentaire par le jeu en respectant la complémentarité des bases, c'est-à-dire en associant un T, un A en face, et en associant en face d'un G, un C. Donc, il y a ici ce qu'on appelle un complexe enzymatique composé d'une hélicase et d'une ADN polymérase qui va permettre de faire la réplication. Sur l'autre brin, c'est un petit peu plus compliqué. La réplication se fait dans le sens contraire de l'avancée de l'enzyme. Alors, on voit ici que en microscopie électronique, si ceci représente un brin d'ADN, eh bien on voit ici à deux endroits la molécule d'ADN qui fait comme une ouverture. On appelle ceci un œil de réplication. Et aux extrémités ici sont appelées les fourches de réplication. Eh bien, ces yeux de réplication vont se propager de part et d'autre et finalement la molécule d'ADN va être totalement répliquée quand les yeux de réplication vont se rejoindre. Donc on va voir ça sur l'animation. Donc on voit là-haut les yeux de réplication qui progressent. On voit ici l'enzyme qui réalise la réplication. Donc là la réplication est quasiment terminée ici, les yeux se sont pratiquement rejoints. On observe ici les brins en cours de synthèse qui sont ici représentés en rouge et on voit très bien ici que l'ADN polymérase va associer donc les nucléotides libres pour former un nouveau brin d'ADN par complémentarité avec les nucléotides du brin matrice A est complémentaire de T et C de G. Alors les deux molécules d'ADN identiques ainsi obtenues vont rester accrochées l'une à l'autre par le centromère. Et donc la réplication va permettre le passage dans la cellule de chromosomes à une chromatide, à des chromosomes à deux chromatides. Observons l'action de l'enzyme polymérase. Qui réalise ici la synthèse des brins complémentaires. Terminons l'animation. Les yeux ici vont se rejoindre. Et la molécule d'ADN ici va être complètement répliquée. Et finalement, il y a juste un endroit où la réplication ne va pas être tout à fait terminée ici dans cet exemple. Et bien, ça va constituer le centromère, l'endroit où les deux chromatides vont être. Donc, comme conclusion, la stabilité de l'information génétique et la reproduction conforme des cellules eucaryotes sont assurées grâce à deux processus, la réplication et la mitose. La réplication des molécules d'ADN qui doublent la quantité d'ADN et créent des chromosomes à deux chromatides conformes. Donc, vous voyez ici, on a la réplication. La mitose qui divise la quantité d'ADN par deux et répartit équitablement les chromatides c'est-à-dire une chromatide contient une molécule d'ADN. La mitose qui divise la quantité d'ADN par deux et répartit équitablement les chromatides, sachant qu'une chromatide contient une molécule d'ADN.
dans les deux cellules filles, c'est-à-dire répartition équitable des chromosomes ou des chromatides dans les deux cellules filles de façon équitable. La réplication et la mitose sont donc deux étapes fondamentales du cycle cellulaire permettant ainsi de conserver l'intégralité du patrimoine génétique et les caractéristiques du caryotype d'une espèce donnée. La réplication de l'ADN est un processus complexe dans lequel l'ADN d'une cellule est copié pour former une nouvelle cellule identique. Ce processus est crucial pour la croissance et la division cellulaire ainsi que pour la transmission de l'héritage génétique d'une génération à une autre. Donc vous voyez ici, on a une cellule qui est à l'interphase, elle va entrer en prophase, puis métaphase, anaphase, télophase pour donner deux cellules filles identiques. Cela n'est dû à la mitose et bien sûr à la réplication. Exercice. Donc ici vous avez un exercice sous forme de QCM. Bien sûr vous avez ici des questions et des propositions comme réponse. Vous cherchez les réponses justes. Donc arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'exercice. Comme réponse, donc à la prochaine vidéo concernant l'expression génétique.